Euh, alors, bienvenue déjà à cette visio au nom du service pédagogie éducation et le laboratoire pédagogique de l'ADEC. Moi, je suis Cécile Germano, je suis enseignante spécialisée ressources au sein du service pédagogie éducation du coup de la direction diocésaine d'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Euh, Aujourd'hui, ce soir, pendant 1 heure, on a la chance d'avoir avec nous Marie Toulec, donc professeure des universités à Nantes Université et à l'INSPE, qui vient nous parler de l'école inclusive, de ses mythes et ses réalités. On a coupé les micros et les caméras. Ce webinaire va être enregistré et vous pourrez le retrouver en replay sur notre site. N'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. On prendra un petit temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis ben, on va pouvoir commencer. Je vais laisser Marie prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est toujours très particulier de faire de faire une intervention par visio, même si j'en ai l'habitude, mais c'est toujours difficile de ne voir personne. Donc voilà, je suis Marie Toulec, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, et je travaille essentiellement sur les pratiques inclusives. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu de promotion, mais loin de moi l'idée que c'est quelque chose toujours, que en tous les cas, la publication que nous avons faite est une publication merveilleuse, mais j'en suis quand même particulièrement contente parce que c'est un travail d'équipe. Alors bien sûr qu'il fallait une coordination, une coordination par Florence Lacroix, ma collègue, et moi-même, mais on a essayé de travailler sur 10 chapitres que je vais vous présenter rapidement et qui vient interroger en fait l'école inclusive avec une dimension qui essaie de poser des problèmes en fait. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de nous, l'idée est d'André Tricot, qui est lui professeur des universités en psychologie et qui a fait cette collection qui s'appelle Mythes et réalités. Et en fait, André Tricot l'a envisagé comme une collection pour décrypter les idées reçues. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des allants de soi qui traversent le métier et puis des sortes d'idées reçues qu'on ne réinterroge plus. Et donc, l'idée, eh bien, c'est d'aller questionner les allants de soi qui traversent l'école inclusive, qui traversent les métiers d'enseignants, tout en essayant de donner quand même des pistes, non pas des solutions, parce que vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de solution, mais il y a des pistes qui peuvent ouvrir à des pratiques. Donc, en fait, chacun des chapitres est toujours fait de la même manière. On pose le problème, c'est-à-dire d'où vient en fait cet allant de soi qui traverse le métier, d'où vient ce mythe. Ensuite, eh bien, comme nous sommes majoritairement des enseignants-chercheurs qui avons écrit dans cet ouvrage, on a cherché en fait ce que disent les résultats de recherche et qui permettraient de penser le problème. Et on a quelques exemples. Et les exemples, en fait, ce sont des exemples de pratiques qui essaient de donner de l'épaisseur et des pistes de solutions avant une conclusion. Donc voilà, tous les chapitres sont faits de cette manière-là. Je vous disais que nous en avons 10. Il y en aurait beaucoup d'autres à écrire, mais voilà, c'était le format aussi de la collection. Et on a essayé, en fait, d'aller au-delà de tout ce que l'on entend souvent. Par exemple, cet élève-là serait mieux en milieu spécialisé. Ou, en fait, moi, en tant qu'enseignante, scolariser un élève à besoin éducatif particulier, je ne sais pas faire. Je veux bien scolariser un élève à besoin éducatif particulier, mais je ne suis pas formée. Il faut connaître le trouble, etc., pour adapter. Donc, en fait, je ne vais pas tout vous présenter, ce n'est pas ça l'objet. Je vais vous en présenter 4 ou 3 et demi. J'ai oublié d'ailleurs, puisque le chapitre 4, c'est aussi « Il faut connaître le trouble ». Donc, on va commencer par les AESH.
Donc, une AESH est indispensable pour scolariser un enfant reconnu handicapé. Ensuite, il faut individualiser le travail lorsqu'on scolarise en fait un ou une élève à besoin éducatif particulier. Il faut connaître le trouble de l'élève que je scolarise pour pouvoir adapter. Et puis, je finirai par quelques éléments sur la formation. Voilà ce que je me propose de faire et tout ça dans l'heure qui nous est impartie. Je vous fais d'abord une très courte introduction en fait à cette transition inclusive qui, si vous êtes là, vous intéresse. En fait, cette transition inclusive, il y a trois piliers: la non-discrimination, la compensation et l'accessibilité. Donc, cette transition inclusive est bien construite sur ces trois principes. Maintenant, ces principes-là, eh bien, ils ne font pas véritablement partie de l'histoire de l'école, puisque l'école, elle a toujours été plutôt discriminante, dans le sens où il y avait des filières pour les élèves, selon qu'ils étaient proches ou non de la norme qui est attendue par l'école. La question de l'accessibilité, eh bien, très longtemps, en fait, on fait classe à l'ensemble des élèves et puis à un moment, ils vont bien réussir à apprendre. Et puis la compensation, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas du tout travaillé en France. La compensation, c'est-à-dire la répercussion les répercussions du handicap. Donc, si je parle de compensation, je suis sur des mesures supplémentaires, des adaptations très spécifiques pour certains enfants et surtout certains enfants qui vont être différents dans le sens où ils ont un trouble ou un handicap. Donc déjà, vous voyez que le fait dans cette transition inclusive, c'est de rentrer finalement c'est contrer quelque part l'historique de l'école qui était plutôt sur faire une école qui va essayer d'adapter l'élève et non pas l'école de s'adapter. Et donc, aujourd'hui, ce qui ressort vraiment dans cette transition inclusive, c'est le terme d'accessibilité. Comment rendre accessible l'école à tous les élèves? Et là, on est dans un principe de non-discrimination, puisque ce sont tous les élèves, et qu'il y a un travail à faire pour rendre accessible. Donc, il y a un travail d'accessibilisation qui est imparti en fait aux enseignants. Et j'admets que ce travail d'accessibilisation, il est loin d'être évident. Donc, pour rendre accessibles des savoirs, il y a un certain nombre de moyens qui sont des aménagements. Ça aussi, c'est des mots que l'on entend beaucoup. Des aménagements pédagogiques, soit très généraux au niveau de la classe, soit des aménagements pédagogiques qui vont être plus spécifiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression de dire que ça tombe du ciel aujourd'hui, c'est pas ça du tout, depuis longtemps, mais on demande finalement toujours des principes que l'enseignant, en fait, ajuste ses pratiques, ses moyens d'enseignement pour faire en sorte que son enseignement soit plus accessible à l'ensemble des élèves. Parce que l'ensemble des élèves, en fait, ils ne vont pas en inclusion. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ah ben, cet élève-là, il va en inclusion. Grosso modo, ça veut dire cet élève avec une notification ULIS, il va dans la classe de CE2. En fait, on n'est plus dans ce phénomène d'aller en inclusion, mais c'est d'être inclus, en fait, au sein de l'école. Donc, ça demande, dit Charles Gardou, des modifications, c'est-à-dire qu'être inclusif, c'est pas faire de l'inclusion. Pour Charles Gardou, en fait, ça n'est pas de corriger a posteriori les dommages des iniquités et des exclusions. En fait, une société ou une école inclusive, elle se fait inclusive lorsqu'elle module son propre fonctionnement. Donc, vous voyez que l'idée n'est pas d'aller réparer des élèves, comme dans l'intégration, mais bien à l'école de moduler son fonctionnement pour, dit Charles Gardou, offrir un chez-soi pour tous les élèves. Et ce chez-soi, c'est aussi l'école.
Mais tout ça, bien sûr, sans neutraliser les besoins, les désirs, les destins qui sont singuliers, parce que vous savez tous comme moi qu'il y a une hétérogénéisation aujourd'hui des publics, c'est-à-dire que eh bien, les écarts sont de plus en plus importants. Pourtant, dans cette école inclusive, vous entendez bien ce que dit Alexandre Ployer, c'est qu'il y a la nécessité de sortir de l'approche carentielle, de l'approche qu'il appelle défectologique, c'est-à-dire celui-là, il peut pas apprendre, il peut pas être dans ma classe, il faut qu'il soit ailleurs. En fait, l'école inclusive demande de sortir de cette approche en disant ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait moduler pour faire en sorte que cet élève eh bien, profite d'une scolarisation. Et donc, Héraclide, en 2021, dit que ce n'est donc pas la personne qui a un problème, c'est finalement la société et la micro-société qu'est l'école qui n'est pas adaptée à la dite personne en situation de handicap. Donc, vous voyez, c'est un sacré changement qui, depuis 2005, est demandé à l'école et c'est un changement très difficile. Donc, Sylviane Feuilladieu, elle dit que cette transition inclusive, donc, elle nécessite pas seulement un accès à l'école, c'est-à-dire de dire, ah ben oui, inscrivez votre enfant, il va venir à l'école, mais vraiment d'accessibiliser l'environnement pour faire que cet enfant puisse progresser dans cet environnement qu'est l'école. Et donc, je sais bien que ces éléments-là sont particulièrement délicats. Il y a beaucoup déjà de changements, bien sûr, depuis longtemps, mais depuis 2005. Mais vous voyez bien que souvent, ça peut achoper. Alors, on va commencer par ce pilier, en fait, de l'AESH. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire que l'AESH est devenu indispensable pour scolariser un ou une élève reconnue handicapée. Pourquoi je dis ça? D'abord, c'est une attente de beaucoup de professionnels hein, qu'une AESH accompagne l'enfant. Et puis, on voit bien qu'il y a une augmentation du nombre des AESH puisque c'est le deuxième métier aujourd'hui de l'éducation nationale. Alors, n'entendez pas dans mon discours que je reproche des choses aux AESH ou aux enseignants. Je veux bien dire tout de suite que ce sont des questions institutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions institutionnelles quand il s'agit d'accompagner un élève en situation de handicap. Par exemple, quand on regarde la circulaire de 2017 qui régit l'emploi en fait d'AESH, eh bien, en fait, on voit que cette réglementation institutionnelle, elle promeut plutôt des formes d'accompagnement individuel, voire individualisé. On a des AESH individuels, c'est le gros morceau avec les AESH mutualisés. Mais qu'est-ce que c'est qu'un AESH mutualisé? C'est souvent un AESH qui va suivre plusieurs élèves dans sa semaine, mais de manière individuelle. Et puis, la MDPH, en fait, la Maison départementale des personnes handicapées, elle notifie pour un élève un certain nombre d'heures d'AESH. Donc, vous voyez bien que cette injonction institutionnelle va forger des attentes chez les enseignants, dans la communauté éducative, mais aussi chez les parents. J'ai le droit, ou mon enfant a le droit, à tant d'heures d'AESH. Donc, ça va faire, et ce sont ces injonctions institutionnelles qui vont faire que l'accompagnement par un AESH, il est souvent associé ou confondu avec la présence d'un AESH pour un élève. Et donc, eh bien, l'AESH se retrouve assez régulièrement au chevet de l'élève pour soutenir son activité. Alors, n'entendez pas non plus dans mon discours qu'il ne faut pas ça. Moi, je n'ai pas du tout de prescription. Mais le risque, en fait, de ces injonctions, c'est qu'elles soient comprises et mises en place de cette manière-là. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que dans une enquête qui est un petit peu ancienne, qui date de 2018, mais qui nous montre que déjà en 2018, en fait, 81% des enseignants qui sont enquêtés, alors là, c'est une très large enquête qui a été faite par l'ADEPE et qui disent qu'il faut
que, en fait, que la majorité, la grande majorité des enseignants pensent que les AESH, c'est la solution pour aider à l'autonomie des élèves. Alors, dans notre ouvrage, c'est ça qu'on interroge. Est-ce que cette phrase-là, est-ce qu'elle est attestée par la recherche? Alors, la recherche, en fait, faire de la recherche, c'est toujours avoir une position critique. Alors, cette position critique n'est pas de dire il ne faut pas d'AESH, c'est pas ça du tout. Mais elle va pointer en fait des risques. Elle pointe des bénéfices, bien sûr, mais elle pointe des risques. Et quand on dit que l'AESH est un gage d'autonomie, eh bien, les éléments de recherche montrent que ça n'en est pas tout à fait le cas. Parce que si l'AESH se tient au chevet de l'élève, il risque d'y avoir une dépendance excessive. L'AESH, de son côté, elle est avec un élève, elle accompagne un élève, donc elle veut que cet élève réussisse. Parce que sinon, vous voyez bien qu'en boomerang, si l'élève ne réussit pas, l'AESH se dit, en fait, je ne sers à rien. Donc, il y a un risque de priorité à la réussite. Et comme l'AESH est au chevet de l'élève, eh bien, l'autonomie intellectuelle ou l'autonomie cognitive de l'enfant, elle risque d'être sacrifiée. Je dis bien, elle risque, ça n'est pas toujours le cas. Mais le risque, c'est que, eh bien, l'AESH fasse à la place ou pour l'élève. Mais bien sûr, toujours dans cette idée de faire réussir l'élève. Mais ça risque de faire en sorte que c'est l'AESH qui travaille plus que quelquefois l'élève. Et puis, la présence d'un adulte auprès d'un enfant, elle risque aussi de séparer en fait l'élève d'avec ses camarades de la classe. Alors, quand les enseignants parlent d'autonomie de l'AESH, est-ce que ça ne serait pas confondu avec une indépendance en fait du duo AESH-élève? C'est-à-dire, dès qu'il y a l'AESH, eh bien, l'AESH va s'occuper de l'élève et donc l'enseignant eh bien, n'est pas obligé de, ou enfin moins engagé en tous les cas, dans la relation avec l'élève en situation de handicap. Et on peut se poser aussi la question si l'accessibilité d'une situation d'enseignement et d'apprentissage, elle ne serait pas réduite à la présence de l'AESH. Alors, on va regarder le cas de Madeleine. C'est le cas que nous avons choisi dans l'ouvrage. Donc, Madeleine est une enfant de moyenne section maternelle. Elle est scolarisée tout son temps de scolarisation avec une AESH. Et là, on est sur un atelier du matin. Ils sont en train de travailler les lignes verticales. Donc là, bon, ça sera les lignes horizontales, mais il faut en fait tracer un trait entre deux points. Il y a plein de crayons qui sont disposés sur la table pour les élèves. L'AESH le choisit pour Madeleine. Sans doute qu'elle pense que ça va être un obstacle pour Madeleine ou un temps important de choisir en fait un crayon. Au moment où Madeleine empoigne le crayon, donc vous avez vu, la tenue du crayon de Madeleine n'est pas encore tout à fait dans l'attente de ce qui est attendu. L'enseignante, l'AESH, s'empare aussi du crayon au-dessus de la main de Madeleine et dirige en fait la direction du tracé. Donc, en quoi, en fait, on peut se poser la question de en quoi l'AESH permet l'autonomie de Madeleine? Est-ce qu'on aurait des solutions? Parce que là, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie cognitive, en tous les cas, du point de vue de Madeleine. Est-ce qu'on aurait des solutions? Là, vous voyez que l'AESH se place aux côtés de Madeleine sans manifestement disposer de ressources complémentaires pour que Madeleine puisse exécuter plus ou moins seule la tâche qui lui est demandée. Donc, elle pourrait, en amont, si c'est anticipé par l'enseignant, bien sûr, et divulgué à l'AESH, pourrait lui donner un guide-doigt. Déjà, on voit que la tenue du crayon n'est pas maîtrisée. Ou même un guide de traçage, parce que peut-être que les répercussions du handicap de Madeleine vont affecter en fait sa motricité. Donc là, on peut parler d'accessibilisation de la situation, c'est-à-dire un travail en amont pour rendre cette situation plus accessible.
Mais on pourrait envisager aussi tout à fait d'autres aménagements. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, les élèves de la classe travaillent sur les lignes verticales. Donc, peut-être que de les mettre dans une situation où il va falloir tracer papier-crayon une ligne qui n'est plus vraiment verticale puisqu'on est sur un support horizontal, va présenter des obstacles pour un certain nombre d'élèves. Pas pour tous. Cet atelier, de cette manière-là, pourrait être proposé à certains élèves. Maintenant, certains élèves qui en moyenne section, et c'est tout à fait normal, ont encore des difficultés de graphisme, eh bien, on peut leur proposer d'autres aménagements. Hein, ces fiches où ils vont suivre avec le doigt et ils vont pouvoir ensuite continuer avec le doigt. Ça va pouvoir résoudre des obstacles que rencontrent certains enfants. Peut-être aussi que, et ici on est sur un plan horizontal, mais le tracé va demander effectivement un geste particulier. Ce qui fait que là, vous voyez, avec une grille, eh bien, on maintient en fait le tracé de l'enfant. Bref, là, on est sur une différenciation pédagogique. Mais vous voyez que si on n'ouvre pas ces aménagements à l'AESH, si on ne les lui communique pas, eh bien, ce n'est pas l'AESH de son plein mouvement qui sera en mesure de le faire et ça n'est pas son travail. Donc, on est vraiment dans cette idée d'accessibilisation de la situation en amont et que la solution, en fait, pour Madeline, mais aussi pour un certain nombre d'élèves de moyenne section de la classe, la solution tient dans un aménagement de la situation d'enseignement et d'apprentissage. Donc, tout le monde va travailler sur tracer un segment, tracer un trait, mais dans des environnements différents qui vont être anticipés par le professeur. Et au besoin, l'activité de l'élève pourra être accompagnée, bien sûr, par l'AESH. Et ce sont des éléments qui vont être nécessaires face à l'hétérogénéité des classes, c'est-à-dire quelles ressources je vais pouvoir donner, quelles situations je vais pouvoir donner avec toujours le même objectif, mais avec des moyens qui vont être différents et des aménagements différents. Donc voilà ce chapitre en fait sur les AESH. Le deuxième chapitre relève aussi d'une véritable interrogation de métier. C'est-à-dire que les injonctions institutionnelles ont plutôt tendance à parler d'individualisation du travail. Maintenant, l'individualisation du travail, elle n'est tout simplement pas possible dans une classe. Pourtant, on le voit bien dans la réglementation, donc des formes d'individualisation. On parle d'individualisation, voire de personnalisation, mais on ne voit pas bien la différence. Il y a des projets individualisés, des plans qui sont individuels ou individualisés, comme les PPAP, comme les PAI, comme les PPRE. Et on voit aussi une volonté d'individualisation de certains apprentissages via des dispositifs pédagogiques qui disent bien des petits groupes, mais enfin, en même temps, plus le groupe est petit et plus on pense que les résultats vont être probants. Donc, souvent, la différenciation pédagogique, elle est associée à une individualisation du travail, c'est-à-dire une activité spécifique personnelle pour l'élève, et que c'est quasi obligatoire lorsque cet élève présente des besoins éducatifs particuliers. Alors, concevoir une activité spécifique et personnelle pour un ou une élève avec des besoins éducatifs particuliers, est-ce que cette phrase-là, elle est attestée par la recherche? Eh bien là non plus, la recherche des résultats de recherche montrent que l'individualisation n'est pas une solution. C'est-à-dire que Massé et Thomaset disent que individualiser, ça renvoie beaucoup plus à la compensation. Donc, en fait, compensation, les difficultés sont dans l'élève. Et Moldeveanu souligne, par exemple, qu'il y a des pratiques, des pratiques différentes de différenciation pédagogique. Là, la compensation, vous voyez, dont parle Thomaset, là, c'est bien une intentionnalité compensatoire. On va donner priorité à l'individu et à l'individuel. Alors qu'il pourrait y avoir dans la différenciation pédagogique une intentionnalité émancipatrice avec une priorité au collectif.
D'ailleurs, c'est ce que dit Benoît Galland, un collègue belge, avec d'autres, hein, qui dit que l'individualisation du travail et l'individualisation de la relation à l'élève, elle n'est pas propice au progrès des élèves, et ça, quel que soit leur âge. Alors ça, je sais, ça rappe. Quand on l'entend, on se dit que la recherche, franchement, qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous voyez bien que on voit les travaux de Bocky, qui est suisse, lui, et qui dit une aide, quand elle est individuelle et qu'elle est apportée à un élève qui est peu avancé et que l'on l'a fait hors de la classe d'origine, par exemple, lui il dit un enseignant de soutien, nous on dirait un enseignant spécialisé, par exemple, de réseau d'aide, eh bien, cette individualisation, elle entraîne une simplification de l'enjeu initial. C'est-à-dire que généralement, en fait, il va y avoir moins d'exigences d'apprentissage. C'est ce que j'ai remarqué aussi dans mes propres travaux, c'est que plus l'aide est individuelle, plus il va y avoir une déconnexion des objets de savoir de la classe. Et donc, moins l'élève sera assujetti au savoir de la classe et plus il va s'en écarter. Et ça aussi, ce sont les travaux de Jeannette Tambonne, qui est à Marseille, et qui dit qu'un élève, lorsqu'il apprend quelque chose en dehors de la classe, il n'arrive pas à le recontextualiser dans la classe parce que, en fait, l'élève, quand il est hors de la classe, eh ben, il est éloigné de ce qui se passe en classe et parfois, il rate même des choses qui se passent en classe. Donc, de plus, Jobin et Gauthier sont des Québécois, en fait, individualisés. Vous voyez bien que dans votre travail, c'est extrêmement chronophage. C'est très coûteux pour l'enseignant en termes de charge de travail et d'autant hein, que les bénéfices pour les élèves ne sont que très relatifs. Donc, en fait, l'efficacité, et ça ce sont mes travaux, ça ne réside pas dans le fait d'individualiser les situations, mais comme on vient de voir avec les lignes verticales, d'aménager les situations pour les rendre accessibles et pour faire progresser l'ensemble de la classe. Alors quand je dis progresser l'ensemble de la classe, ça ne signifie pas que tout le monde va arriver au même point, mais ça va faire progresser chaque élève. Bien sûr que Madeline, vous voyez là où elle en est dans la tenue du crayon, elle est encore loin de cette attente de fin d'année de moyenne section maternelle. Mais ça va lui permettre en fait d'améliorer ses productions. Et bien sûr qu'il y a d'autres élèves pour lesquels ça ne sera plus du tout un problème et que la tenue des crayons n'est plus un problème depuis longtemps. Donc, comment les enseignants peuvent-ils rendre accessible une situation collective? Une situation collective, c'est-à-dire qui est partagée par tous les élèves et dans laquelle la singularité de chacun est prise en compte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors là, ce sont des collègues dont Valérie Vilaine, et ça c'est un extrait hein, de son travail de recherche. Elle montre là que ce sont en fait dans une classe de CM1 des élèves avec une notification Ulysse qui suivent une partie des enseignements du CM1. Ici, il s'agit d'une participation en danse. Et on a Marius qui est à droite, qui est un enfant qui a une notification Ulysse. Et les élèves ont à faire une création de plusieurs mouvements. Et la plupart du temps, en fait, Marius est mis de côté ou se met de côté. Et peu des propositions de Marius sont prises en considération. Là, l'enseignante, la coordinatrice de l'Ulysse, en fait, voit ce que Marius a proposé. Elle refait, en fait, le mouvement de Marius. C'est pour ça qu'on la voit à terre. C'est-à-dire que le mouvement de Marius, c'était de tourner autour de lui-même et de se laisser choir sur le sol. Et elle intervient hein, auprès des élèves du groupe, montrant qu'elle a accepté la proposition de Marius, ce qui en fait renforce l'implication de Marius dans la création du mouvement. Et un peu plus tard, dans les 4 images que l'on voit plus bas, eh bien, on voit Marius qui
tourne sur lui-même en descendant selon un axe vertical. Il doit soutenir en plus une bulle imaginaire et il s'allonge au sol. Et en fait, il est dans la même temporalité à l'unisson que les autres élèves. Donc, le mouvement de Marius, il a été vu comme une action valable, susceptible d'enrichir la chorégraphie, et ça a institué aux yeux des autres élèves Marius comme source potentielle des actions collectives. Et le fait que Marius propose, ça va augmenter sa participation et au sein d'un collectif. Et ce qu'a montré Valérie Vilaine dans son travail, c'est que cette participation dans le collectif eh bien, va apporter non seulement au moment de la danse, mais aussi dans la classe, un mouvement en fait d'implication de Marius et une ouverture aux autres. Surtout que, voilà, je peux vous dire aussi que Marius, en fait, il a un trouble du spectre autistique. Donc, la solution ou une solution, c'est de reconnaître la potentialité de l'élève, sachant que ce n'est pas simple, ce n'est pas toujours évident, mais de reconnaître la potentialité de l'élève, ça permet en fait des interactions pour les apprentissages. Et là, on l'a vu, que ce soit avec l'enseignant ou entre les élèves. Et donc, une différenciation pédagogique, ça serait de prendre en compte la singularité de certains élèves, tout en maintenant un espace de travail collectif où il peut y avoir des interactions sociales. Et ça, souvent on dit que les élèves avec des troubles autistiques, effectivement, ils ont une délicatesse avec les interactions sociales, mais si on ne leur permet jamais d'interagir socialement, on voit bien qu'ils ne l'apprendront pas non plus. Et ce que montre Valérie Vilaine dans son travail, c'est que des travaux de groupe, des débats, une coopération, eh bien, permet une ouverture, en fait, certes aux élèves avec des besoins particuliers, mais à tous les élèves. Et donc, c'est bien sûr par l'apport d'aide supplémentaire qu'on va permettre aux élèves de travailler avec leur père dans une situation qui est adaptée pour qu'ils ne soient pas tout seuls face aux obstacles liés aux apprentissages. C'est exactement comme Madeline, si je la laisse seule face à sa fiche, vous voyez bien qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de choses à advenir, mais c'est bien par les interactions. Ce que je ne vous ai pas dit aussi dans le travail avec Madeline, c'est que finalement, Madeline, elle est avec l'AESH. L'AESH, Madeline, est une élève qui ne parle pas. L'AESH ne lui parle pas. Alors que comment font les trois petites élèves qui sont à côté et qui font partie du même atelier, c'est qu'elles n'arrêtent pas de discuter. Mais elles ne discutent pas sur n'importe quoi. Elles discutent sur comment tu fais. Ah ben non, toi, tu n'es pas partie du trait, tu as vu. Et puis ton trait, en fait, il n'est pas beau. Il ne va pas directement. Il ne faut pas faire des zigzags. Il faut y aller. En fait, qu'est-ce qu'elles font entre elles? Elles se diffusent les critères de réussite de la tâche. Ce à quoi Madeline ne peut pas participer. Alors, un troisième chapitre sur un troisième problème de métier, c'est-à-dire qu'il faudrait avant tout connaître le trouble, savoir de quoi est atteint l'élève en fait, qu'est-ce qu'il a cet élève pour pouvoir adapter. Alors, la réglementation, elle promeut, comme je vous l'ai dit, une école inclusive qui est non discriminante, non stigmatisante, avec une entrée par le besoin et pas par le trouble. Mais la notion de trouble, elle s'impose encore dans le monde scolaire. Donc, vous voyez, il y a toujours il y a toujours en fait quelque chose de complexe, quoi. D'un côté, l'école inclusive dit ça, mais en même temps, les injonctions institutionnelles disent autre chose. Par exemple, les centres de diagnostic sont de plus en plus nombreux. Donc, pour diagnostiquer les troubles, la MDPH rentre encore par le trouble, c'est-à-dire par le diagnostic qui est obligatoire en fait pour déposer. Et donc, quelque part, il y a cette phrase, dis-moi ce que cet élève, cet enfant, cet adolescent a, et je saurai mieux faire ou mieux comment faire. Et est-ce que c'est connaître le trouble, est-ce que c'est attesté par la recherche? Alors,
là encore, l'entrée par le trouble n'est pas une solution. Alors, n'entendez pas dans mon discours qu'il ne faut rien savoir sur le trouble. Mais il faut en savoir suffisamment sans doute, mais pas trop. Puisque, par exemple, entre deux élèves avec un trouble du spectre autistique, il n'y a rien de plus différent entre ces deux élèves-là qu'entre deux élèves lambda. Donc, l'enjeu de l'école inclusive, c'est d'essayer de se dissocier de la catégorie médicale, et ça, ce sont les travaux d'Hervé Benoît, car en fait, la catégorie médicale, elle a une considération déficitaire de l'individu. La catégorie médicale, elle va plutôt dire ce que l'individu n'est pas en mesure de faire. Donc, une entrée par le trouble, en plus, ça délégitimise ou ça délégitime les pratiques professionnelles des enseignants, puisque les enseignants ne vont pas s'appuyer sur des savoirs experts du trouble. Ce n'est pas leur boulot. Les enseignants, ce sont des experts de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc là, on voit bien que souvent dans des ESS, par exemple, c'est de moins en moins le cas, mais quand il y a un médecin psychiatre, par exemple, souvent c'était lui qui détenait la parole et les solutions. Il en a dans son propre métier, mais les enseignants en ont d'autres dans leur propre métier. Donc, il n'est hors de question qu'un médecin, en fait, dise à un enseignant ce qu'il doit faire. Non, il y a vraiment l'idée que l'enseignant est un expert de son travail, même si, bien entendu, la collaboration avec d'autres va être extrêmement efficiente. Il y a aussi, quand on rentre par le trouble, un risque de renfort de la stigmatisation, c'est-à-dire il a ça, et donc d'augmenter le besoin de service. Donc, s'il a ça, s'il est autiste, eh bien, moi, je ne sais pas faire, et donc j'ai besoin en fait d'un spécialiste de l'autisme. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de spécialistes de l'autisme, mais l'enseignant peut amener, et on le voit avec Marius, un certain nombre de situations qui vont être extrêmement bénéfiques pour Marius. Et donc, sortir du trouble, c'est aussi sortir des normes du client, hein, c'est ce que dit Katz dans son travail, du client idéal, de l'élève idéal. Alors, est-ce qu'on a des solutions pour sortir du trouble? Alors là, on est sur un exemple qui a été produit par Valérie Vilaine et Emmanuel Alix dans leur chapitre. Qui est issu d'un travail d'Anne Gombert. Donc, on a une séance avec Léo. Léo, il a 7 ans et demi, il a aussi un TSA, il est accompagné par une AESH et il est en classe de CP. Et les deux enseignantes de CP ont décidé de travailler sur un album pour identifier l'état émotionnel des personnages et de leurs causes. Et les causes, en fait, de l'état émotionnel. Donc, elles ont mis en place un travail de 5 fois 1 heure, et tout ça sur un laps de temps de 3 mois, en rassemblant les grandes sections et les CP. Donc, ça signifie qu'il y a 51 élèves, mais il y a 2 enseignantes et il y a une AESH, il y a donc 3 adultes. Et elles vont proposer une approche flexible. La lecture, par exemple, de l'album se fait sur un travail collectif avec tous les élèves. Mais bien, elles mettent aussi en place des ateliers. Elles mettent aussi des retours en grand groupe pour présenter le travail des ateliers. Donc, il y a un co-enseignement, il y a une coplanification aussi, c'est-à-dire elles ont planifié ensemble cette séquence. Et il y a une inscription, donc on est bien dans une inscription dans les programmes de grande section et de CP, tout en considérant que Léo a des besoins éducatifs particuliers. Il y a aussi du réseau d'aide, une psychologue qui est là en observation et qui peut justement donner des éléments spécifiques pour l'insertion en fait de Léo dans le groupe. Parce que Léo, en fait, il exprime son besoin d'autres aménagements. Il dit, par exemple, non mais moi je veux travailler. C'est-à-dire que pour lui, le fait d'avoir des ateliers
où il va falloir non pas avoir un papier et un crayon, c'est-à-dire la forme scolaire habituelle. Ils ont des boîtes, ils vont devoir choisir des objets, etc., pour identifier l'état émotionnel des personnages. Et donc, lui, il exprime son besoin de travailler d'autres aménagements. Donc, à partir de ce qu'exprime Léo, il y a des échanges réflexifs des enseignants qui essaient de voir quelle est la pertinence des propositions. Ils analysent les besoins, ils ajustent, ils réaménagent. Et donc, ça permet d'avoir… et ils mettent en fait une présentation plus explicite en amont de l'activité, une présentation aussi plus explicite des objectifs. Ben, vous voyez bien que si comment dirais-je, ça répond d'une certaine manière aux besoins de Léo, ça répond aussi d'une autre manière à beaucoup d'autres élèves de grande section et de CP. Et puis, elles ont fait des changements de configuration, et là, pour Léo et pour 2 autres élèves, c'est-à-dire que il modifie le changement de configuration du collectif pour des temps de travail plus individuels. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de flexibilité, en fait, qui peut se mettre en place pour mieux répondre à Léo. Mais la plupart du temps, l'enseignante de CP est seule avec Léo et son AESH, mais l'enseignante de CP dit que ça lui donne beaucoup d'informations sur Léo et surtout sur les aménagements à mettre en place. Donc là, on pourrait parler de pédagogie universelle, même si j'aime pas trop ça, parce que c'est jamais universel. C'est-à-dire que, alors, parce que là, vous voyez bien qu'on répond aux besoins de Léo dans la compréhension d'un album. Donc, ça serait sans doute pas la même chose en mathématiques. Et d'ailleurs, Léo, en mathématiques, il n'a pas besoin d'aide. Donc, vous voyez que c'est pas tant, enfin, on peut parler de pédagogie universelle dans son organisation, c'est-à-dire dans une approche flexible qui ne soit pas discriminante, c'est-à-dire qui propose la même situation à tous les élèves. Ah, il y a encore une erreur d'orthographe, en prenant en compte, bien sûr, les processus d'apprentissage. Ce que l'on voit en fait avec cette école inclusive et que l'on pourrait dresser dans les 3 chapitres, c'est qu'il y avait une véritable nécessité de coopérer entre les professionnels pour construire en fait un autre rapport à l'activité. Et ça n'est possible qu'avec une posture analytique. Eh ben, on analyse qu'est-ce qui s'est passé, comment, et une posture qui permet de proposer des adaptations. Et vous voyez bien qu'il y a une analyse didactique qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut apprendre, quels sont les obstacles de cet apprentissage. Par exemple, si je reprends le cas de Madeline, eh bien, qu'est-ce qu'on doit savoir pour être en mesure de tracer en fait un trait rectiligne? Eh bien, il va falloir qu'on ait effectivement un point de départ et un point d'arrivée. Mais vous voyez quels sont les obstacles? Eh bien, pour les élèves en fait qui n'ont pas une motricité suffisante, il va falloir les aider et les guider vraisemblablement pour ressentir corporellement ce que c'est que tracer en fait de manière rectiligne. Et puis, quand je parle de coopération, bien sûr que ça va être la nécessité aussi, quand c'est possible, d'interpeller les enseignants ressources, les équipes mobiles, les professeurs ressources TSA, etc. C'est-à-dire tous les moyens, ressources qui sont disponibles. Et aujourd'hui, par exemple, les enseignants spécialisés, avec le KPI, ils ont un tiers de leurs compétences, qui sont des compétences d'enseignants ressources vers leurs collègues de classe dites ordinaires. Donc, vous voyez que l'enseignant spécialisé, il n'a pas uniquement un travail à accomplir avec les élèves, mais aussi un travail avec les enseignants. En conclusion, et je l'ai porté en conclusion, en fait, ce chapitre sur la formation, vous voyez bien que effectivement, là, il y a quand même une question majeure, à savoir que
78% des enseignants expérimentés, ils estiment qu'ils se sont formés par eux-mêmes. Et donc là, vous voyez, c'est une recherche de 2020, donc c'est récent. Donc, il y a un paradoxe, en fait. Est-ce que cette assertion, elle peut être attestée par la recherche? Ben oui, en fait, il y a quand même pas mal comment dirais-je, de recherches autour de la formation et qui disent que, grosso modo, les enseignants, ils présentent une attitude positive hein, à l'égard de l'éducation inclusive et à l'égard aussi des principes de l'éducation inclusive. En revanche, ils expriment le sentiment de ne pas être suffisamment formés. Qu'il y a des représentations aussi, ça c'est un travail un peu moins récent, mais des représentations des professorales qui sont assez dépréciatives en fait à l'égard d'élèves en situation de handicap. C'est vraiment des représentations. Hein. Alors, quelquefois, en fait, quand l'enfant arrive en classe, ça résout en fait cette représentation qui est assez fortement ancrée. Mais si la représentation du professeur est dépréciative, eh bien ça entraîne des répercussions négatives sur la prise en charge éducative de l'élève. Donc c'est aussi comment faire pour que les représentations des professeurs soient aussi plus positifs, qu'on les aide à regarder et à observer aussi beaucoup plus, non pas les réussites de l'élève sans doute, mais les progrès de l'élève. Ce qui est montré aussi par Beaupré, c'est que l'estime de soi, comme elle est subordonnée à la qualité de la relation pédagogique, eh bien, une interaction éducative dépréciée, eh bien, ça va affecter l'élève dans ce propre jugement personnel. Donc, vous voyez bien que la relation éducative, elle est vraiment une relation à double sens entre l'élève et entre le professeur et l'élève. Et toute représentation dépréciative va agir en boomerang en fait sur l'élève qui risque en fait d'être moins compétent que ce qu'il est vraiment. Et donc, Nebel et Goulet disent qu'il y a des connaissances sur le développement atypique des élèves et des enfants qui sont nécessaires, mais en veillant à ne pas se centrer sur la norme, en fait. C'est-à-dire que si je dis que Madeline, en fin de grande section, elle doit impérativement tenir parfaitement son crayon pour être une élève qui a sa place dans ma classe, vous voyez bien que là, je suis par rapport à une norme établie. Or, un enfant en fin de moyenne section maternelle, il peut encore être loin de bien tenir un crayon. Donc, vous voyez que c'est vraiment sur le potentiel développemental de Madeline que l'on espère, et non pas sur une norme à tel âge, il est en mesure de faire cela. Et donc, il faudrait plutôt s'appuyer en fait sur les potentialités des élèves, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, s'éloignerait ainsi le risque de catégorisation et de stigmatisation qui sont réductrices. Alors, mes collègues proposent en fait 3 phases dans la construction en fait d'une formation. Et là, on est en train, vous savez que dans les INSPE, enfin dans les formations vont encore changer dès la rentrée prochaine, et on va essayer justement de mettre ces manières, ces conceptions en fait, non pas uniquement sur l'école inclusive, hein, mais au cœur de nos préoccupations de formateurs, d'enseignants. C'est-à-dire d'amener, en fait, lors d'une formation, hein, des extraits vidéo qui peuvent être proposés par l'enseignant ou par le formateur. Hein. Ces extraits vidéo, de faire en sorte qu'ils puissent être consultés en autonomie. C'est valable pour une formation initiale, mais c'est valable aussi pour une formation continuée. Hein. On pourrait visionner une séquence, mais pas longue, hein, d'une dizaine de minutes, de façon à s'approprier des premiers outils d'analyse, qu'est-ce qu'on va observer, quels sont les indicateurs que l'on a pour observer, quels sont les éclairages théoriques,
comment on pourrait, donc des relais en fait par rapport à ce que l'on connaît de résultats de recherche. Comment est-ce qu'on peut définir une séquence type ensemble, la longueur, les modalités, les phases à suivre, etc. Pour ensuite faire en sorte qu'il y ait une captation d'extraits vidéo qui sont réalisés par les enseignants eux-mêmes ou par les stagiaires, pour ensuite avoir dans une phase restitutive, pardon, eh bien, comment, à partir de ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on pourrait faire une préparation didactique du support présenté avec des extraits choisis, le récit d'une situation, des transcriptions, des questionnements et des apports sur le questionnement. On pourrait visionner collectivement des captations qui sont recueillies par les stagiaires ou les enseignants. Il pourrait y avoir des échanges pour aboutir à des outils et théorique et formatif, pour compléter en fait, pour ne pas rester uniquement sur de la narration de ce qui est vu, mais de pouvoir l'analyser au regard d'un cadre théorique. Donc il y a vraiment des pistes à explorer, mais sachant qu'il y a la nécessité pour le professeur d'identifier des difficultés, des besoins, des points d'appui qui sont en émergence, des liens avec des apports didactiques. Il y a la nécessité aussi d'impulser des pratiques pédagogiques différenciées, c'est ce que je vous ai montré avec les exemples, d'apprendre aussi à concevoir des situations pédagogiques accessibles à tous. Et c'est là où il y aurait vraiment besoin d'une formation, mais même au sein des équipes, même des écoles, hein, pour pouvoir répondre aux besoins de tous. Parce que je n'ai pas précisé, mais dans la formation au sein de l'établissement lui-même est sans doute la formation qui serait la plus efficiente en fait. Et parce que ça demande des temps d'analyse de pratique collective dans des équipes qui sont pluridisciplinaires. Donc voilà quelques éléments de notre ouvrage donc réalisé à plusieurs mains. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marie, pour ce webinaire de très grande qualité, avec des propos toujours très illustrés, des pistes voilà, que l'on peut réutiliser dans notre quotidien d'enseignant. Et merci pour cette gestion du temps qui est absolument parfaite. Si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes. Je n'ai rien vu apparaître dans le fil de la conversation tout au long du webinaire. Mais s'il y en a, on peut les prendre. Et vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Vous savez, les résultats de recherche voilà, ils sont aussi à réinterroger. Et cette réinterrogation, vous voyez bien qu'elle se fait à partir aussi de corpus qui sont, enfin, de recueil de données au sein des classes. Alors, est-ce que les exemples indiqués dans le livre ne concernent que le niveau école primaire, Marie? Alors, effectivement, on est plus au niveau de l'école primaire. Maintenant, on a aussi un article, le dernier article de l'ouvrage qui est sur les chefs d'établissement, par exemple. Je cherche ouais, on est quand même plus ciblé ouais, sur l'enseignement primaire. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui sont tout à fait perméables avec le second degré. On a des remerciements. Merci pour ces précieux éclairages qui nous aident au quotidien. Alors, pourrons-nous recevoir le diaporama ou la formation sera-t-elle proposée à un autre moment? Alors, le webinaire va être en replay sur le site de l'EC44, donc vous pourrez le retrouver directement sur le site. Le webinaire, pas le webinaire, le diaporama, est-ce qu'on pourra le diffuser, Marie? Oui. Donc on le diffusera. Je le fais toujours à cette destination-là, donc oui, bien entendu. Donc, il sera aussi diffusé, alors soit par l'infodex, soit directement sur le site de l'EC44.
Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je pense de la CUA? Hein, vous avez entendu ma réticence avec l'aspect universel. J'ai Alors, c'est importé du Québec, donc voilà, ça vient pas de chez nous. Alors ça aussi, c'est important de le dire parce que ça fait pas partie en fait des principes hein, qui sont activés par l'école en France. Maintenant, on en parle beaucoup. J'ai peur en fait que déjà, vous voyez, la différenciation pédagogique, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même une dimension de l'enseignement qui pose encore question à un bon nombre d'enseignants. Et je ne comprends pas bien ce que la conception universelle des apprentissages va apporter de plus à la différenciation pédagogique. Sachant que la conception universelle des apprentissages, pourquoi pas? Après, il faut vraiment savoir ce qu'il y a dessous et il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a en termes de pratique là-dessous. Sinon, ça risque de rester un peu comme la différenciation pédagogique, une sorte de pseudo-jargon. Personne ne sait bien de quoi ça traite et qu'est-ce que c'est. Et souvent, vous voyez, dans ce que je vous ai proposé et présenté, ce sont des attitudes, des postures, des manières de faire que vous avez assez naturellement et puis qu'on ne pointe pas souvent comme de la différenciation pédagogique. Donc, euh, l'universalité me gêne parce que euh, bien sûr qu'il va pouvoir y avoir des organisations. Au niveau de l'organisation, on va le mettre en groupe, en collectif, de manière plus individuelle à certains moments. On va varier en fait les organisations. Mais on ne fera pas la même chose lorsqu'on est en géométrie, par exemple, que lorsqu'on est même sur du calcul de nombres ou en situation problème ou en lecture. Vous voyez que quand même, alors peut-être que je dis ça parce que je suis didacticienne, mais c'est-à-dire que le savoir que l'on veut faire apprendre aux élèves va déterminer aussi ce que l'on va mettre en place. Donc, c'est pour ça que euh, c'est difficile de dire une conception universelle des apprentissages. Voilà. Il y a sur le web, vous allez pouvoir trouver sur le site, je crois, de la DGESCO, si vous tapez Alexandre Ployer, donc Ployer, c'est Ploye, il a fait et que vous mettez conception universelle des apprentissages, vous allez tomber sur une conférence très intéressante parce que c'est plutôt une conversation en fait sur la conception universelle des apprentissages et que je trouve très bien. Alors, je vais aussi envoyer à Cécile, on va avoir à l'INSPE, mais c'est ouvert à tous, 3 conférences d'1 heure en visio sur la conception universelle des apprentissages. L'une avec Nancy Granger, qui est québécoise, donc c'est quand même, ça vient de là, donc l'apport d'une québécoise sur cette conception universelle des apprentissages, c'est le 10 décembre. Ensuite, en février, il y aura Liliane Pelletier, qui est une collègue de Lyon. Et en troisième, oui, je vois que Nancy, oui, je vois que certains la connaissent déjà. Et puis le troisième, ça sera Alexandre Ployer, justement, sur la conception universelle des apprentissages. Donc, si vous avez envie d'ouvrir cette porte-là, je vais diffuser l'affiche à Cécile et qui pourra vous la diffuser aussi. Alors, sinon, donc, concernant les AESH, lorsque les élèves arrivent en collège, ils arrivent déjà avec quelques pistes d'autonomie, mais quand on voit que les ordinateurs sont mis en priorité par rapport aux AESH par faute de budget, est-ce que l'ordinateur aide à ce point davantage à l'autonomie? Dans le cas de Madeline, par exemple, non. Non. Effectivement, non. Non, 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 non. Maintenant, voilà, l'idée, c'est il y a des choses qui ne peuvent pas se faire sans un tiers, et vous le voyez bien. Et c'est pour ça aussi que je vous ai évoqué, par exemple, ces dispositifs de co-enseignement. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, alors je ne sais pas si un jour je serai suivie, parce que ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur les AESH et sur le risque en fait d'individualiser l'accompagnement. L'idée, ça serait peut-être de se rapprocher d'un modèle italien où on a un enseignant, lambda, enfin de la classe ou des classes ou disciplinaires,
et il y a dans la classe un autre adulte. Alors, les Italiens ont fait le choix d'un enseignant qui n'a pas tout à fait la même, la même formation que l'enseignant titulaire. Et puis, les Québécois sont en train de mettre en place, et là, ce ne sont plus des enseignants, mais des aides à la classe, c'est-à-dire, grosso modo, quelque chose qui ressemble à l'AESH, à l'assistant, mais qui est dans la classe et pour tous les élèves. Mais bien sûr qu'il va avoir des attentions plus particulières avec certains, dont certains qui nécessitent un accompagnement plus intense, puisqu'ils ont par exemple des besoins éducatifs particuliers. Mais vous voyez qu'ils réfléchissent en fait à, grosso modo, l'AESH collectif que l'on retrouve dans les Ulysse. Voilà, donc peut-être qu'un jour, on arrivera à développer. Alors, il y a aussi un dispositif qui montre aussi que ça bouge dans l'éducation nationale. Il y a dans l'enseignement, alors dans l'académie, il y a quelques dispositifs d'autorégulation. Il y en a un de l'enseignement catholique dans une école et un collège du Mans que nous sommes allés voir avec Cécile. Et là, dans ces dispositifs d'autorégulation, il y a un enseignant en plus dans l'école et il y a du personnel médico-social à temps plein dans l'école. Par exemple, 2 éducateurs spécialisés. Généralement, à temps partiel, il peut y avoir un psychologue ou psychologue, psychomotricien. Qu'est-ce qu'on a vu encore, Cécile? Psychomotricien, psychologue. Donc, bref, tout ça pour dire que vous voyez qu'il y a une migration du médico-social dans les établissements, à temps plein ou à temps partagé, pour aider à la scolarisation d'élèves avec TSA et du trouble, et plus généralement des TND, donc troubles du neurodéveloppement, mais pour tous les élèves par l'autorégulation. Donc, on sent qu'il y a des prémices quand même qui sont là pour faire travailler ensemble des professionnels de plusieurs catégories. Alors, faire reconnaître les potentialités de l'élève et faire prendre conscience aux enseignants que même avec des difficultés, l'élève ABEP profite d'être à l'écoute des critères de la tâche. Voilà ce que je retiens. Je n'hésiterai pas à le rappeler en salle des profs. Et il est temps d'institutionnaliser les travaux de groupe au collège. Oui, effectivement, changer les conceptions, c'est ça qu'il y a de plus difficile. Je vous disais, la plupart des enseignants disent oui, l'école inclusive, c'est bien, mélanger les élèves, etc. Sur le plan des savoirs, c'est plus difficile et c'est compliqué. Donc, vous qui êtes, si vous êtes convaincus, si vous avez des arguments, allez-y, quoi. C'est-à-dire, et puis il ne faut pas que des arguments, c'est-à-dire peut-être d'accompagner, quand vous avez cette possibilité-là, un élève dans la classe au départ, pour transformer quand même les représentations des enseignants. Alors, quel est le nom du collège au Mans, Cécile? Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle… Je fais appel à mon téléphone parce que je ne me rappelle plus. C'est pas Ah, Maupertuis, je me demande si c'est pas oui, c'est Saint-Benoît-Maupertuis. Saint-Benoît-Maupertuis, oui. Vous avez un trou là. Saint-Benoît, je vais l'écrire comme Et ça, donc, ils ont un Saint-Benoît. double dispositif. Ils ont un dispositif école et ils ont un dispositif collège. Parce que c'est un ensemble scolaire, du coup. Mm, mm. Saint-Benoît-Maupertuis, oui. On va s'arrêter là. Oui, Merci beaucoup, Marie, de rien. pour ce webinaire. Merci infiniment. Merci à tous les participants d'avoir été là. Et Merci beaucoup à puis, vous. on vous donne rendez-vous avec le service pédagogie éducation de l'ADEC le mardi 27 janvier de 18h à 19h pour une nouvelle visio avec François Bégard et Emmanuel Jobard sur les collèges en transition. Ce sera la prochaine thématique. Et on aura 2 autres visios. Une de Mélanie Paré, justement une chercheuse québécoise sur voilà, sur la différenciation pédagogique et l'accessibilité pédagogique, leur complémentarité. Et ça viendra vraiment compléter
ce que tu as pu dire, Marie, sur la nécessité de ne pas oublier la différenciation pédagogique. Oui. Voilà. Et puis une autre visio à la fin de l'année, davantage sur le bien-être scolaire. Merci Marie, merci à vous C'est tous moi qui et vous remercie beaucoup. Et puis, passez une bonne soirée. à Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Et Cécile, je vais t'envoyer l'affiche là avec le QR code